Kinshasa, aucune commune sur le 24 n'est épargnée. Pour celle de vendredi à samedi, même la Gombe a été inondée. Clôturée samedi, la réunion tripartite des secrétaires généraux au transport et voies des communications du corridor Walvis-Ndola-Lubumbashi a jeté de base pour plus de compétitivité dans les transits, douanes et infrastructures. Non-respect des normes de stockage de produits inflammables à limiter, c'est samedi le bourgmestre Douglas Nkoulou tape du poing sur la table et promet des sanctions. Antena, le journal, Patricia Molengo, Mbolekuni. Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Faut-il encore aller à Kampala pour poursuivre les négociations avec le M23? La question reste posée. Aujourd'hui, samedi 6 avril 2013, les délégués de Kinshasa ont quitté la capitale pour l'Ouganda afin de terminer avec ces pourparlers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, exige un nouveau procès contre le Congolais Mathieu Ngundulu, acquitté au mois de décembre 2012. Pour Madame Bensouda, la Chambre de première instance a commis d'importantes erreurs de droit, de faits et de procédures qui ont vicié la décision. Suivez plutôt ce commentaire de Patricia Mouli. La Cour pénale internationale a exigé vendredi 5 avril un nouveau procès contre le Congolais Mathieu Ngundulu, lavé des accusations portées contre lui au mois de décembre 2012. Le procureur a demandé qu'un nouveau procès soit organisé devant une nouvelle chambre de première instance, toujours par rapport aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Fatou Bensouda pense que le juge n'avait pas bien appliqué les critères pour évaluer les preuves présentées et qui n'ont pas pris en compte la totalité de celle-ci. Madame Bensouda a renchéri que la chambre de première instance a commis d'importantes erreurs de droit et de fait et a même biaisé la procédure jusqu'à entamer la décision finale. En décembre 2012, les juges qui faisaient partie du procès de cet ancien dirigeant de la milice du Front des nationalistes et intégrationnistes FNI avaient estimé que les preuves présentées par l'accusation n'étaient pas suffisantes pour prouver le rôle Mathieu Ngundulu Chui et que les trois témoins clés du procureur n'étaient pas crédibles. À nouveau accusé, il faut dire qu'entre-temps, Mathieu Ngundulu a été libéré en décembre 2012 et avait demandé l'asile aux Pays-Bas au mois de février 2013. En politique, sachez que le mouvement pour le renouveau, parti cher à l'honorable Clément Kankou, a organisé ce samedi 6 avril 2013 une conférence débat sur la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo. C'était en son siège dans la commune de Lingwala. Entre les lignes, ce parti politique dit non à la balkanisation du territoire national. Dans l'assistance, on retrouve Mathieu Ngadipovi, Nora Olondo Ilua et Laetitia Atambone. Peut nous paraître aujourd'hui disproportionné. Débutée depuis le 23 mars dernier, cette conférence débat s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 4e anniversaire du Mouvement pour le Renouveau, créé depuis le 13 mars 2009. Le Mouvement pour le Renouveau a pour devise la solidarité, l'unité et le progrès, et c'est dans cette optique que l'honorable Clément Kankou a peint un tableau, celui de la situation sociopolitique et de la crise qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Du social à la politique, en passant par l'économie, l'éducation, la santé et la sécurité, tout a été passé au peigne fin sous forme de bilan. L'économie du Congo est moribonde, au-delà du satisfecit surprenant des autorités congolaises. Les chiffres qu'on nous sert à la longueur de journée contrastent avec le quotidien de la population. Cette population soumise à une paupérisation sans précédent. Elle est livrée à son triste sort. Cette population se verse dans toute forme de débrouillardise pour nouer les deux bouts du monde. L'occasion était propice pour les députés nationaux Kankou d'annoncer la tenue prochaine du premier congrès du Mouvement pour le Renouveau. Dans la foulée, l'on pouvait aisément remarquer la présence des personnalités politiques de l'opposition congolaise. Force et de bonne gouvernance.
Au quartier Funa Sokopao, dans la commune de Limete, le bourgmestre Douglas Nkoulou a découvert l'installation frauduleuse d'un dépôt de carburant sans aucune précaution de sécurité. Eric Izami et Jusen Belebele ont suivi le bourgmestre de Limete qui a promis de sanctions exemplaires à ce sujet. Suivez ce reportage. Visite de routine en même temps d'inspection presque déjà oubliée est encore de mise pour Douglas Nkoulou, bourgmestre de la commune de Limete. Samedi 6 avril, le numéro 1 de Limete a choisi les rayons des Sokopao au quartier Funa pour vérifier l'observance de la salubrité et d'autres normes de l'environnement. Dans son exercice de sillonner rue après rue, le bourgmestre et son équipe ont été surpris désagréablement de l'existence d'un dépôt de carburant sans aucune norme requise en la matière. Vous l'avez constaté, lorsque nous avons demandé à l'exploitant s'il a souscrit à une police d'incendie, il ne l'a pas fait, ce qui constitue d'ailleurs déjà une infraction par rapport à la loi. Tout de suite, Douglas Nkoulou sait déjà ce que doit faire la commune pour y mettre fin. Surtout de ces dépôts de carburant qui est érigé en pleine zone résidentielle. Je crois qu'on ne devra pas attendre un autre incendie pour pouvoir protéger notre population. C'est pourquoi dans très peu de temps, nous allons prendre des mesures conservatoires très sévères vis-à-vis des exploitants. Limete a connu il y a quelques jours un problème d'incendie à la 14e rue industrielle. Un dépôt de carburant installé illicitement sans respect des normes a pris feu et a causé beaucoup de dégâts. Quittons la commune de Limete pour nous rendre à Gombe où certaines constructions ne respectent pas la norme. Tenez, lors de la pluie, c'est tout de suite l'inondation à cause du manque de caniveaux curés. C'est le constat qui a été fait après la pluie du vendredi au samedi 6 avril 2013 par Eric Izami et Jusen Belebele une fois de plus. La pluie à Kinshasa n'épargne aucune commune de la ville. Vous vous en doutez, nous sommes en pleine commune de la Gombe, juste derrière la Grande Poste. La pluie de vendredi à samedi a occasionné une inondation dans le périmètre et a même compliqué fortement le passage de véhicules. Ici sur les images, une Jeep RAV4 réputée efficace a fait réfléchir les témoins sur son efficacité. Les curieux venus nombreux ont eu du mal à s'expliquer ce qui arrive à la commune de la Gombe, autrefois épargnée de toute critique négative. Je crois que c'est visible. Hein? Nous, on a vécu dans cette ville, on n'a jamais vu ça. Nous sommes ici, ça fait plus de 10 ans. Mais on n'a jamais vu ça. On est en train de construire à gauche, à droite, mais on ne pense pas à la canalisation. Même les anciens caniveaux, tout est bouché. On ne comprend plus rien. Dans les parcelles, c'est plein d'eau et il y a des véhicules qui entrent dans des caniveaux puisqu'il n'y a même pas de signalisation. On ne comprend plus rien. L'OVD, l'hôtel de ville ne fait plus rien. On ne comprend rien, absolument rien. Dans l'élan de la modernisation, l'autorité devra veiller pour garantir le respect de la norme urbanistique. Sinon, l'on va se perdre et pour se rattraper, l'on sera encore obligé de mettre beaucoup trop de temps. Sachez aussi que le gaz méthane est à la fois une opportunité et un danger. Il peut être transformé en énergie électrique et produire de l'argent, mais aussi il peut faire du lac Kivu un lac tueur. Les autorités ont l'obligation de favoriser son exploitation au lac Kivu pour épargner la population de Goma au nord Kivu. Les explications avec Nadia Koulinfouka Malala. Chimiques découvert par Alexandre entre 1776 et 1778. C'est le plus simple des hydrocarbures à fort potentiel. En République démocratique du Congo, les réserves de gaz contenues dans le lac sont estimées à 65 milliards de mètres cubes. Le gaz méthane, d'abord, avant d'être un danger, c'est une opportunité d'investissement parce que l'exploitation du gaz méthane peut procurer l'électricité, de faire l'exploitation des petites unités industrielles. Mais si effectivement ce gaz méthane n'est pas exploité,
il va constituer un danger. Les lacs Kivu entre le Rwanda et la RDC renferment une énorme quantité de méthane dissous. Les experts qui conduisent les projets d'exploitation du gaz estiment que les lacs Kivu regorgent d'importantes réserves du gaz méthane capables de répondre aux besoins énergétiques de la RDC et du Rwanda pour une période de 10 ans. Autre chose, les syndicats du secteur de la santé, Syncas, Sinapetas, Solisco et Disico ont fait une déclaration ce samedi 6 avril 2013 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Au menu de celle-ci, leur cahier des charges déposé l'année passée au ministère de la Santé, notamment leur prime de risque qui toujours impayés. Leur porte-parole Mutamba Mpoyo est au micro de Nadine Galula et Mathieu Ngadipovi. Nous avons fait beaucoup de démarches depuis le mois de juillet 2012. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril. Les raisons de toutes ces démarches, c'est que nous avons constaté que dans les autres catégories de la santé, il y a eu majoration de la prime. Il y a même eu une enveloppe particulière qui a été créée pour les licenciés qui vont être payés à partir du mois d'avril. Mais notre désolation est que le statu quo est préservé chez nous. Ça veut dire que nous, les professionnels et administratifs de la santé, nous n'avons aucune majoration qui a été faite jusqu'à ce jour. Nous considérons qu'il y a une négligence de nos catégories professionnelles et nous tenons pour responsable le gouvernement dans son entièreté. Nous le tenons pour responsable de ce qui pourrait arriver au moment où le paiement du mois d'avril va intervenir et que nos membres, qui sont les plus nombreux par rapport à toutes ces catégories que nous avons citées qui vont bénéficier, maintenant, si nous parlons devant la presse, c'est parce que nous voulons que toute la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, se rende compte. En santé toujours, l'hypertension artérielle touche 80% de la population dans le monde, mais de nos jours, un constat se dégage et relève que de plus en plus, les jeunes sont affectés par cette maladie. Prenons connaissance de cette pathologie cardiovasculaire et de ses complications avec Patricia Basso. L'hypertension artérielle est une pathologie cardiovasculaire définie par une pression artérielle trop élevée. Si celle-ci n'est pas maîtrisée par un traitement, des complications peuvent survenir. L'hypertension n'est pas une maladie en soi, mais un facteur favorisant plusieurs soucis de santé. Les complications dues au non-traitement de l'hypertension artérielle sont souvent l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, les accidents cardiovasculaires. Au niveau de rein, l'hypertension artérielle est responsable d'une néphroangiosclérose et favorise l'insuffisance rénale. Elle peut être la cause des accidents gravidiques chez la femme enceinte, provoquant ainsi éclampsie et mortalité prénatale. On peut éviter l'hypertension en observant des règles hygiéno-diététiques ci-après. Perte de poids en cas de surcharge pondérale ou à défaut afin d'obtenir une baisse de 10% du poids initial. Diminuer la consommation de sel, limiter la consommation d'alcool, augmenter la consommation de fibres alimentaires, augmenter la consommation d'eau, lutter contre le facteur de risques associés, le tabac, cholestérol, diabète, sédentarité. Et pour les femmes, utiliser une pilule faiblement dosée en eau estrogène. Chez les neurotoniques, éviter le thé, le café, associer éventuellement la relaxation. Mener si possible une vie calme et régulière en respectant des heures de sommeil. Et enfin, pratiquer des exercices physiques. Et puis cette nouvelle en bref, les chrétiens kimbanguistes ont commémoré le 92e anniversaire de la fondation de leur église et du début du ministère du prophète Simo Kimbangu ce samedi 6 avril 2013 à Kamba dans la province du Bas-Congo. À l'occasion, un culte d'action de grâce a été organisé dans la Terre Sainte à Kamba sous la conduite de Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Parmi les hôtes de cette cérémonie figure
figurent le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou, et le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Daniel Mukongo Samba. Sylvain Kapombo y reviendra avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Débutée le 4 avril dernier, la 4e réunion tripartite de secrétaires généraux au transport et voies de communication et aux fonctionnaires du corridor Valvis-Baye, Doula et Lubumbashi a pris fin ce samedi 6 avril 2013 à l'hôtel Sultani à Gombe. Parmi les recommandations issues de ces assises de Kinshasa, on retient notamment celles liées à la douane, aux frais de transit, à l'immigration ainsi qu'aux infrastructures. Solange Kwale Pembele et David Temeni nous proposent cette page magazine. Le corridor Walvis-Baye-Ndola-Lubumbashi revêt une importance capitale pour le développement économique de la Namibie, de la Zambie et de la RDC. La multiplication des rencontres des experts de ces secteurs traduit la volonté que chacun des États précités accorde dans ce domaine. De ce fait, compte tenu de l'objectif principal de la réunion tripartite de Kinshasa, celui de renforcer la capacité dans la facilitation du commerce et du transport le long du corridor Walvis-Baye-Ndola-Lubumbashi, les assises de Kinshasa se sont soldées par des recommandations ayant notamment trait à l'immigration, aux frais de transit et aux douanes. Dédouanement. La Zambie a demandé à la République démocratique du Congo d'adresser une lettre au secrétaire général en charge du transport zambien sollicitant l'autorisation de cette visite. La visite est proposée s'effectuer dans la première quinzaine du mois de mai 2013. B. Établissement des postes juxtaposés à Kasumbalesa. Les deux gouvernements doivent pousser leurs administrations douanières respectives à travailler pour la mise en œuvre effective. La République démocratique du Congo devra se conformer aux prescrits de l'accord à sa section 2, article 4.b. Le coordonnateur du corridor est tenu d'inventorier tous les frais de transit imposés aux transporteurs le long du corridor et transmettre les rapports avant la réunion des secrétaires généraux prévue en juin 2013. Immigration. Délivrance des visas aux chauffeurs au poste frontalier. La Zambie a revu la réglementation en matière de visa qui est désormais octroyée pour une période d'1 année. La Namibie étant absente aux assises, la question de délivrance de visa est renvoyée à la réunion prochaine. Malgré l'absence de la Namibie à cette 4e réunion tripartite, le représentant du secrétaire général zambien au transport a salué les recommandations de cette rencontre dont la mise en application rendra compétitif le corridor Walvis-Ndola-Lubumbashi. Comme je l'ai dit avant, notre objectif final, c'est de faciliter, de promouvoir et de renforcer faciliter les transports dans notre corridor. La compétitivité est très importante pour les corridors parce que c'est ce qui va produire la compétitivité ou des biens, donc des importations, en importation comme à l'exportation. Et cette compétitivité va être traduite en des avantages pour nous-mêmes et pour les citoyens du corridor en termes de coûts des biens, des marchandises qui vont être consommés et qui passent à travers les corridors et aussi en termes de la compétitivité de nos exportations vers les marchés des destinations et outre-mer. Dans son mot de clôture, le secrétaire général au transport, voies de communication et représentant personnel du ministre, Jean-Pierre Lamba Chouamounou, a exprimé sa gratitude à tous les participants et surtout à la délégation zambienne pour les échanges fructueux constatés lors de cette réunion d'intérêt majeur pour tous. Mes remerciements vont tout à tout au gouvernement de la République démocratique du Congo
qui a joué un rôle déterminant pour la réussite de cette réunion tripartite. À mon collègue de la Zambie qui a dépêché à Kinshasa une délégation d'experts patentés dont les avis ont rendu des échanges très fructueux. 3. Aux experts de la République démocratique du Congo qui ont été excellents dans la préparation comme dans le déroulement de ces travaux. Cette réunion tripartite demeure une étape décisive dans l'assouplissement du corridor Walvis-Baïndola-Lubumbashi, que ce soit dans l'amélioration des procédures de dédouanement ou dans l'uniformisation de frais de transit, ou encore dans la délivrance de visas aux opérateurs économiques du secteur du transport multimodal, dans l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord tripartite ou dans la préparation de la prochaine réunion du comité des ministres de notre corridor. Comptés parmi les bénéficiaires de ces travaux, les lignes maritimes congolaises ont exprimé leur satisfaction. Le transport maritime est un des maillons de fonctionnement des corridors parce que les marchandises de l'importation à l'importation viennent des maritimes et vers les portes pour la réception, les réceptionnaires qui sont dans l'Interland comme le Lubumbashi ou je ne sais pas n'importe quelle ville de la RDC. Donc voilà l'intérêt pour lequel nous nous attachons au corridor, à ces travaux des corridors. Donc nous avons les exportations, les produits miniers que nous produisons chez nous, ces produits-là sont destinés à l'exportation. Et nous devons suivre les voies de sortie. Ces voies de sortie sont les corridors. Donc l'objectif à terme, je crois, pour la République, c'est de créer une autorité de coordination des corridors. La prochaine réunion des secrétaires généraux du corridor aura lieu à Lubumbashi en juin 2013. Et c'est par cette page magazine que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Entre-temps, restez branchés à nos programmes. Après ce journal, vous allez suivre l'émission Ces années-là avec Thierry Diawa qui reçoit pour vous l'artiste musicien Kin Kester Emenea. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Restez branchés à nos programmes. Excellente soirée sur votre chaîne.